Pour comprendre la situation de la Plaza Mayor, je me propose, d'abord, de commenter une des plus anciennes cartes de Madrid, dessinée par Don Pedro Teixeira, et parue en 1656, après les premiers aménagements consécutifs aux travaux de la période 1590 à 1620. Sur cette carte, on discerne encore assez bien les limites de la ville fortifiée à l'époque d'Alphonse VI, après la reconquête de Madrid, grâce au tracé des routes de l'époque et aux mentions des portes. Comme on peut le constater, au vu de ces limites, l'actuelle Plaza Mayor était située hors de la cité, elle portait d'ailleurs le nom de Plaza de Arrabal, ce qui signifie porte du faubourg. Dès cette époque, la place est le siège d'un important marché, du fait de sa situation géographique, à la convergence de deux routes appelées actuellement Calle de Toledo et Calle Atocha, qui se rejoignaient au niveau de la Puerta de Guadalajara. Peu à peu, la ville s'agrandit vers l'est, ce qui nécessita la création de nouveaux remparts, construits en deux phases, d'abord vers l'est, et ensuite vers le sud. Sur la carte de Pedro Teixeira, j'ai mentionné ce nouveau rempart, tel qu'il devait exister au XVIe siècle. Cette extension de la ville amena la place de Arrabal à être située quasiment au cœur de la ville. Lorsqu'en 1561, Philippe II décide du transfert de la capitale de Tolède à Madrid, il fut envisagé de réaménager la place, en lui donnant un aspect plus imposant et majestueux, conforme avec la nouvelle fonction de la ville, devenue capitale d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Le roi demanda, en particulier, que la halle qui y avait été construite, soit démolie et remplacée par un bâtiment plus somptueux. Reprenons maintenant la carte de Pedro Teixeira pour observer la forme nouvelle de la place et ses aménagements. La première phase fut d'abord celle de l'agencement de l'espace, qui devait posséder une forme carrée, ce qui imposait de détruire de nombreuses maisons. Une des premières constructions, entreprise dès la fin du XVIe siècle, fut celle de la Casa de la Panadería, la nouvelle halle, plus spécifiquement dédiée au commerce et à l'entrepôt des blés et de la farine. Ce bâtiment fut ensuite modifié pour s'adapter au projet d'ensemble de transformation de la place, conçu par l'architecte choisi, Juan Gómez de Mora, un disciple de Juan de Herrera. Les travaux commencèrent en 1617 sous le règne de Philippe III, et se terminèrent 2 ans plus tard. Sur le plan de Pedro Teixeira est aussi mentionnée une autre maison dédiée au commerce de la viande, la Casa de la Carnicería, faisant face à la Casa de la Panadería. Le plan montre aussi qu'il fut nécessaire de raccorder la nouvelle place aux rues existantes. Le tableau de Juan de la Costa, peint en 1623, à l'époque de Philippe IV, permet de se faire une idée assez précise de la partie nord de la place. Dans le fond, est située la Casa de la Panadería. Elle comporte un rez-de-chaussée à galerie précédé d'arcades, et 3 étages de fenêtres pourvus de balcons. Au-dessus, un étage supérieur de comble est construit en retrait du toit. De part et d'autre de cet édifice sont ajoutées 2 tours à toits ouvragés en ardoise. Outre le stockage des produits de la boulangerie, la Casa de la Panadería servait aussi à la famille royale, quand elle assistait aux festivités organisées sur la place. Les constructions entourant la place sont du même style que celui de la Casa de la Panadería, à, toutefois, une exception près,
Alors que la Casa de la Panederia possède des arcades au rez-de-chaussée, la galerie des autres constructions ne comporte que des piliers surmontés d'architraves. En 1631, un incendie ravagea la partie sud, détruisant la Casa de la Carniceria, qui fut ensuite reconstruite en utilisant le modèle de la Casa de la Panaderia. Un tableau représentant l'entrée de Charles III, roi d'Espagne de 1759 à 1788, montre que l'aspect de la place n'avait guère changé depuis le début du XVIIe siècle, malgré un incendie de la Casa de la Panaderia survenu en 1672. Après cet incendie, la maison de la boulangerie fut, en effet, reconstruite à l'identique, à l'exception toutefois de l'étage de comble qui fut supprimé. Le tableau de l'entrée de Charles III montre aussi que ses murs étaient ornés de fresques peintes. Un nouvel incendie eut lieu en 1790, une grande partie de la place fut détruite, ce qui nécessita une reconstruction complète. L'architecte, Juan Villanueva, donna à la place son aspect actuel avec deux transformations notoires. D'abord, il supprima l'étage supérieur des maisons de la place, ce qui contribua à mettre en valeur les deux édifices principaux, la Casa de la Panederia et la Casa de la Carniceria, du fait de la hauteur supérieure de leur tour. Ensuite, il fit de la place un espace clos, en couvrant toutes les rues aboutissant à la place, de porches surmontés de 2 niveaux de fenêtres. C'est cette place que nous allons visiter en photo.
L'église San Isidro fut construite pour le collège de jésuites, selon les plans de Pedro Sanchez, un jésuite qui s'inspira, pour l'architecture intérieure, du Gesu de Rome. Elle fut consacrée à saint François Xavier. Lorsque les jésuites furent expulsés d'Espagne en 1767, l'église devint une collégiale dédiée à saint Isidro le laboureur. En 1885, lorsque fut créé le diocèse de Madrid, la collégiale devint cathédrale provisoire et le resta jusqu'à la consécration de la cathédrale de l'Almudena en 1993. La façade ouest donne sur la Calais de Toledo. L'église est construite en forme de croix latine. Sur la Calais de la Collegiata, cette forme n'apparaît qu'en hauteur, les murs de l'église étant masqués par les constructions postiches longeant la rue. La collégiale ne comporte qu'une seule nef, soutenue par des contreforts intérieurs entre lesquels sont situées les chapelles latérales. Les travées sont rythmées par des pilastres ornés en leur centre de chute d'objets et par une puissante corniche en forte saillie. Ces travées présentent une alternance d'une part, de chapelles carrées s'ouvrant par de larges arcades et surmontées de grandes fenêtres de tribunes obscures, et d'autre part, de chapelles étroites s'ouvrant par une porte et surmontées de 2 niveaux de fenêtres terminés par un fronton courbe. Le transept présente la même structure que la nef, avec une chapelle à arcade centrale cantonnée de 2 hauteurs de fenêtres. Le retable du maître-autel occupe toute la structure du chevet plat. Au centre, une grande arcade comporte un socle sur lequel repose le tombeau de saint Isidore ainsi que l'urne contenant les restes de sa femme, sainte Marie de la Cabeza. Les 2 tombes sont surmontées de nuages et d'anges au-dessus desquels se dresse le Christ, entouré d'un halo de rayons de soleil doré.